Depuis plus d'une décennie, une figure domine le paysage politique européen, tel un monolithe inébranlable. Viktor Orbán, le Premier ministre hongrois et l'architecte de la démocratie illibérale, a construit un système si étroitement contrôlé, si résistant à la pression qu'il semblait imperméable aux crises politiques. Il a soumis l'État, les médias et l'économie, transformant la Hongrie en ce que beaucoup appelaient un système à toute épreuve. Pendant 15 ans, il semblait que rien ne pouvait ébranler les fondations de son pouvoir, jusqu'à maintenant. Sous nos yeux, cet édifice apparemment indestructible commence à se fissurer. Après une décennie de domination incontestée, l'ère Fidesz pourrait enfin toucher à sa fin. Et l'étincelle est venue de l'intérieur même du système d'Orbán, d'un homme qui en était autrefois au cœur. Cet homme, c'est Péter Maga, autrefois un fidèle du régime, aujourd'hui le rival le plus acharné d'Orbán. En un peu plus d'un an, Magyar est devenu un symbole d'espoir pour des millions de Hongrois. Son mouvement, Taoiseach, a secoué la scène politique du pays comme une onde de choc. Pour la première fois, en 18 ans, repoussant Fidesz du sommet des sondages. La stratégie de longue date de Viktor Orbán de défier l'Union européenne, une posture pro-russe accrue pendant la guerre en Ukraine et des années de mauvaise gestion économique sont devenues un fardeau. Beaucoup de Hongrois ne veulent plus porter ce fardeau. Assistons-nous à un tournant historique qui pourrait remodeler non seulement la Hongrie, mais toute la région? Découvrons-le. Dans le sens occidental classique, la démocratie est indissociable du libéralisme. La règle de la majorité est encadrée par des garanties fondamentales, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la protection des minorités et la liberté d'expression, garanties par des médias indépendants. Ces garde-fous existent pour empêcher la tyrannie de la majorité et la dérive vers l'autoritarisme. Le concept de démocratie illibérale de Viktor Orbán rejette ces garanties. Dans ce modèle, les élections restent centrales, mais non pas pour garantir le pluralisme. Elles servent plutôt à accorder aux vainqueurs un mandat absolu pour gouverner. Au nom de la prétendue vraie démocratie nationale, celle-ci sert à obtenir et renforcer le pouvoir, et non à le restreindre par des valeurs. Une fois au pouvoir, le gouvernement considère qu'il a le droit de subordonner chaque institution de l'État à sa propre définition de la volonté nationale. Le deuxième pilier de cette idéologie est le rejet des valeurs libérales universelles au profit d'un intérêt national supérieur. Dans cette vision du monde, ce ne sont pas les droits de l'individu, mais, je cite, la souveraineté et le bien-être de la communauté nationale qui constituent le bien suprême. Toute force qui tente d'imposer des normes extérieures à la Hongrie, que ce soit en matière d'état de droit, de migration ou de politique climatique, est considérée comme une menace pour l'identité nationale. Les effets de ce projet sont désormais évidents. Sous Orbán, la Hongrie a reculé dans les classements mondiaux de la liberté depuis 2019. Freedom House l'a classée comme seulement partiellement libre. Pendant des années, les citoyens ordinaires ressentaient à peine les conséquences. Mais avec le temps, cet autoritarisme doux est devenu tangible. En février 2025, les juges hongrois ont manifesté pour défendre l'indépendance judiciaire, une scène inédite. Cette philosophie a aussi influencé l'attitude combative d'Orbán envers l'Union européenne. Bruxelles, avec son insistance sur les normes juridiques et les standards démocratiques, n'est plus devenu un partenaire, mais un adversaire idéologique accusé de saper la souveraineté de la Hongrie. En pratique, la doctrine de la démocratie illibérale a pris une forme institutionnelle dans le système de coopération nationale. Un vaste projet de centralisation qui a brouillé les frontières entre le parti, l'État et l'économie. Les tribunaux, les médias et les institutions publiques étaient censés fonctionner comme les instruments d'un seul orchestre dirigé par Fidesz. L'objectif était simple, bâtir un système si cohérent et solide que le pouvoir, une fois obtenu, ne puisse jamais être perdu. Pourtant, chaque forteresse politique, même la plus puissante, repose sur deux piliers.
Le sentiment de prospérité et la confiance des citoyens dans le pouvoir en Hongrie ont rapidement commencé à se détériorer. Le catalyseur de ce délitement a été une crise économique profonde et multiforme. Ce n'est plus une simple récession passagère, mais elle s'est transformée en un effondrement structurel qui a frappé au cœur du contrat social de Fidesz. En janvier 2023, l'inflation en Hongrie a grimpé à un niveau stupéfiant de 26, l'un des taux les plus élevés de toute l'Union européenne, même si le gouvernement a finalement réussi à la faire baisser. L'effet cumulatif de plusieurs années de hausse des prix a frappé les Hongrois ordinaires avec une force brutale. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de plus de 25 en une seule année, tandis que la hausse des coûts du carburant, due à une augmentation des taxes d'accise, a complété le tableau d'une société qui s'appauvrit progressivement. Tout cela est arrivé alors que l'économie s'est contractée de 0,8% avec des prévisions de croissance pour les années à venir qui restent sombres. Le déclin économique du pays est facile à constater vu d'en haut. En 2010, lorsque Viktor Orbán a entamé son deuxième long mandat au pouvoir, le Hongrois moyen était légèrement plus riche que le Polonais moyen, et nettement plus riche que le Roumain moyen aujourd'hui, selon le produit intérieur brut par habitant en parité de pouvoir d'achat. Les Polonais ont pris une nette avance, et les Roumains, autrefois très en retard, sont également sur le point de dépasser les Hongrois. Selon les projections de l'Organisation de coopération et de développement économique, la croissance de la Hongrie pour l'année à venir restera en dessous de 1 contre environ 1,5 pour la Roumanie. Le tableau industriel est encore plus frappant. Depuis 2010, la production industrielle de la Pologne a plus que doublé, tandis que celle de la Hongrie a stagné, voire diminué depuis 2023. Et aujourd'hui, elle n'est supérieure que de 40% à ce qu'elle était il y a 15 ans. À cela s'ajoutent des crises croissantes dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Quand enseignants et médecins ont manifesté pour de meilleurs salaires et conditions de travail, le gouvernement d'Orbán a préféré la confrontation au compromis. En juillet 2023, il a fait adopter la soi-disant loi de vengeance, retirant aux enseignants leur statut de fonctionnaire et limitant effectivement le droit de grève, accordant au gouvernement le pouvoir de réaffecter les enseignants dans différentes écoles, neutralisant ainsi toute contestation. Les effets de cette guerre sur l'éducation sont désormais évidents. Des milliers d'enseignants ont annoncé qu'ils refuseraient de signer de nouveaux contrats. Bruxelles a encore plus durement frappé le système d'Orbán. Sa longue confrontation avec l'Union européenne a conduit au gel d'environ 16 milliards d'euros de fonds, plus de 6 milliards d'euros de fonds de cohésion et plus de 10 milliards provenant du fonds de relance. La Commission européenne a conditionné leur déblocage à des réformes judiciaires et à des mesures pour lutter contre la corruption systémique. Pour un pays aussi dépendant des subventions de l'Union européenne que la Hongrie, cela a été un coup dur, qui a ralenti le développement et creusé les inégalités. L'Union européenne, cependant, n'est pas sans reproche. Ces critères d'état de droit sont souvent vagues et leur application peut sembler arbitraire ou politique. Le contraste était flagrant en Pologne lorsque Bruxelles a débloqué les fonds du plan de relance presque immédiatement après l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, avant toute mise en œuvre de réformes. Ce qui donne des raisons de croire que l'Union européenne utilise ces fonds pour imposer des changements politiques selon ses propres intérêts. Viktor Orbán souligne souvent l'hypocrisie de Bruxelles, se présentant comme une victime de double standard idéologique. Le conflit entre Budapest et Bruxelles n'a jamais été une série d'affrontements isolés. C'était une stratégie délibérée et durable, enracinée dans l'idéologie du Fidesz et la doctrine de démocratie illibérale de Viktor Orbán. Pour lui, l'Union européenne n'a jamais été un objectif moral ou civilisationnel, mais un outil pour faire avancer l'agenda souverain de la Hongrie. Pour Orbán, l'Union européenne est une structure dépassée et en déclin qui cède du terrain à des rivaux dynamiques comme la Chine, la Turquie, l'Inde, les États-Unis et la Russie. Dans ce jeu à somme nulle, la mission de la Hongrie est de servir de pont entre l'Est et l'Ouest, en maintenant ses liens économiques avec l'Europe, tout en approfondissant ses relations politiques et énergétiques avec Moscou et Pékin. C'est l'essence de cette stratégie du pendule, où la flexibilité est clé pour survivre.
Ce n'était pas que de la rhétorique. Viktor Orban a constamment suivi une ligne pro-russe. Bien que la Hongrie ait officiellement condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, elle a bloqué le transit des armes sur son territoire et a retardé à plusieurs reprises les paquets de sanctions de l'Union européenne. Le Premier ministre lui-même a appelé à un cessez-le-feu immédiat et a rencontré publiquement Vladimir Poutine en 2022 et 2023 malgré un boycott diplomatique occidental. De tels gestes ont mis à mal les alliances de la Hongrie et alimenté les accusations selon lesquelles Budapest sapait l'unité de l'Europe face à l'agression du Kremlin. Des années durant, l'électorat de Fidesz a vécu dans une réalité alternative soigneusement entretenue. Le contrôle du parti sur les médias publics et privés a créé une bulle d'information dans laquelle Bruxelles, George Soros, les sanctions ou la guerre en Ukraine étaient tenus pour responsables de tous les problèmes du pays. Les sondages ont montré une forte division des perceptions. 73% des électeurs d'opposition blâmèrent le gouvernement pour la crise, tandis qu'environ la moitié des partisans de Fidesz estimaient que leur situation s'était améliorée. Cette réalité subjective a servi de bouclier politique le plus durable à Orban. Cette armure s'est finalement fissurée en février 2024. L'étincelle est venue d'un scandale impliquant une grâce présidentielle, la révélation que la présidente Katalin Novák avait gracié un fonctionnaire condamné pour avoir couvert des abus sur enfants. Le scandale a ébranlé la nation et terni l'image de Fidesz comme défenseur des valeurs familiales. Et c'est à ce moment-là qu'il est apparu l'homme issu du système, prêt à brûler tous les ponts derrière lui. Péter Magyar n'était pas un dissident ordinaire, c'était un homme du système, un avocat, un diplomate, un cadre supérieur dans des entreprises publiques, et surtout, l'ancien mari de la ministre de la Justice Judy Varga, un initié de Fidesz connaissant tous les rouages et secrets du système de coopération nationale. Ainsi, au plus fort du scandale de la grâce présidentielle, il a démissionné publiquement de toutes ses fonctions et déclaré la guerre au régime, donnant à sa voix un poids rare. Il n'était pas simplement un autre homme politique de l'opposition. Son statut d'homme issu de l'intérieur lui conférait quelque chose de particulier. Les opposants d'Orban manquaient depuis longtemps de crédibilité aux yeux de millions de Hongrois. Magyar ne se contentait pas de critiquer la corruption. Il la dénonçait à partir de sa propre expérience. Il ne parlait pas en tant que théoricien, mais en tant que participant ayant décidé de briser l'omerta. Magyar a agi rapidement, au lieu de fonder un nouveau mouvement à partir de zéro. Il a repris un petit parti centriste, Taoiseach, le parti du respect et de la liberté, et l'a transformé en moteur d'une révolution politique. Son programme pragmatique, centré sur l'essentiel du quotidien, a ciblé les faiblesses de Fidesz. Magyar a déclaré la guerre à la corruption et s'est engagé à tenir l'élite responsable et à débloquer les fonds européens gelés, qu'il a présentés comme la clé de la modernisation de la Hongrie. Il a promis de sauver les systèmes de santé et d'éducation en crise en Hongrie, un message fort. 89 de ses partisans estiment que ces secteurs se sont considérablement détériorés. De plus, son plan vise à endiguer l'émigration massive des jeunes hongrois d'ici 2030 et à lancer des programmes encourageant leur retour. En plus de cela, Magyar a juré de mettre fin à la dépendance de la Hongrie à l'énergie russe d'ici 2035. En quelques mois, il a déclenché un séisme politique. Ces rassemblements sont les plus grandes manifestations antigouvernementales depuis des années. Parmi les foules réunissant jeunes hongrois et personnes assez âgées pour se souvenir de la chute du communisme, des chants résonnaient dans Budapest. Citation : « Nous en avons assez, nous avons besoin de changement. Ce gouvernement repose sur le mensonge et l'hypocrisie. » L'impact a été explosif. Les sondages qui montraient au Fidesz inébranlablement en première position depuis 18 ans ont soudainement basculé. Les enquêtes récentes donnaient à Magyar une avance étonnante de 18 points sur Orban parmi les électeurs de moins de 40 ans, 58. À présent, le Taoiseach Péter Magyar a comblé le vide politique en s'imposant comme le leader. L'opposition désabusée de la Hongrie attendait une nouvelle dynamique. Et surtout, il n'est pas marqué par les échecs de l'ancienne garde. Viktor Orban a été poussé à passer à l'offensive, comptant de plus en plus sur sa base rurale. Même là-bas, Taoiseach rattrape rapidement son retard. En Hongrie, la campagne détient un poids politique stratégique.
Le système électoral, délibérément remodelé par Fidesz, favorise les circonscriptions uninominales, où le parti au pouvoir domine traditionnellement. Peter Magyar comprend cela mieux que quiconque. C'est pourquoi il a lancé une campagne de terrain audacieuse appelée Autour de la Hongrie en 82 jours et a annoncé la création d'un journal bimensuel destiné directement aux électeurs ruraux. Une initiative clairement conçue pour percer la ligne de défense de Fidesz. Ainsi, pour gagner la Hongrie, Magyar doit conquérir non seulement Budapest la libérale, mais aussi, et peut-être surtout, le cœur conservateur du pays. Et là-bas, le traumatisme de Triancon est toujours profondément ancré, une blessure nationale qu'Orbán a depuis longtemps transformée en arme politique. Pour comprendre la psyché hongroise, il faut remonter à 1920, lorsque le traité de Trianon a privé le pays de 72% de son territoire et de 64% de sa population d'avant-guerre. Pour des millions de Hongrois, cette injustice historique a marqué leur identité durant des générations. Viktor Orbán a su transformer ce traumatisme en pouvoir politique. Il a instauré le 4 juin comme journée de l'unité nationale, accordé la citoyenneté aux Hongrois de souche vivant à l'étranger et les a entourés d'un soutien financier généreux. En conséquence, des millions de citoyens ayant la double nationalité, en particulier en Transylvanie et en Transcarpathie, sont devenus un bloc électoral fidèle pour le Fidesz. Le révisionnisme symbolique d'Orbán, y compris son utilisation fréquente de cartes représentant la Grande Hongrie, a encore renforcé ce mythe émotionnel qui continue de résonner profondément chez de nombreux électeurs. Comment Peter Magyar va-t-il gérer ce terrain délicat ? Il privilégiera sans doute la correction à la révolution. Un gouvernement mené par Tao délaisserait la rhétorique conflictuelle et les provocations d'Orbán, privilégiant la réconciliation et de meilleures relations avec les voisins de la Hongrie. Lors d'une récente visite à Oradea, en Roumanie, Magyar a parlé de respecter les frontières existantes et de la nécessité du dialogue, signalant ainsi une volonté d'apaiser les tensions régionales. Le soutien à la diaspora hongroise restera probablement, mais sous une forme plus transparente et moins politisée. Un changement de pouvoir à Budapest remettrait en cause la relation étroite entre la Hongrie et la Chine, partenariat favorisé sous Viktor Orbán comme nulle part ailleurs en Union européenne. Depuis 10 ans, la Hongrie est la principale tête de pont de Pékin en Europe. La Hongrie accueille d'énormes investissements comme la Gigafactory de batteries de CATL à Debrecen et l'usine de véhicules électriques de BYD à Szeged, transformant ainsi le pays en un centre régional pour l'électromobilité chinoise. Pourtant, bon nombre de ces projets ont suscité une réaction négative du public, en raison de préoccupations environnementales, de contrats opaques et de la volonté du gouvernement de s'adapter aux conditions de Pékin. Le projet de campus de l'université Fudan à Budapest, financé par la Chine, était sans doute le plus controversé. Les critiques craignent que le projet couvre légalement les opérations de renseignement chinoises en Europe. Les manifestations massives ont contraint le gouvernement d'Orbán à suspendre le projet, et il est quasiment certain que la future administration Tao l'annulera totalement. Cependant, personne ne s'attend à ce que les investissements industriels existants soient annulés. Des usines comme CATL et BYD concentrent trop de capitaux et d'emplois pour l'économie hongroise en difficulté. Le gouvernement de Magyar devrait plutôt rétablir des règles environnementales plus strictes et revoir les subventions et allègements fiscaux accordés aux entreprises chinoises. Le résultat sera un refroidissement des liens politiques avec Pékin, mais sans rompre les relations économiques. Un tel changement marquerait également la fin du rôle de la Hongrie en tant que promotrice des projets d'infrastructures chinois en Europe. Notamment le projet phare du train à grande vitesse Budapest-Belgrade, intégré aux nouvelles routes de la soie chinoise. Cette ligne, destinée à relier le port du Pirée, contrôlé par la Chine à Budapest via Athènes, Skopje et Belgrade, est devenue un symbole de l'alignement croissant de Viktor Orbán avec la Chine et la Serbie. Le tronçon serbo-hongrois de 350 km, financé à 85% par un prêt chinois de 36 milliards, a été attribué à une entreprise appartenant à un allié de Viktor Orbán, l'Orange Mesharok, avec les conditions du prêt classifiées pendant 10 ans. Dès le début, le projet a été critiqué.
L'itinéraire contourne les principales villes hongroises comme Szeged et Kecskemét, servant principalement de corridor de transit pour les marchandises chinoises. Sa viabilité économique reste douteuse. En fait, après le début des travaux, le gouvernement a paradoxalement annoncé des plans pour rénover l'ancienne ligne ferroviaire Budapest-Szeged pour encore 600 milliards de forints, en arguant que cela était nécessaire pour gérer les exportations de la nouvelle usine BID. Cette duplication révèle la planification chaotique et les intérêts politiques du projet. Même ainsi, avec la construction presque achevée, un gouvernement taoïséaque devrait mener le projet à terme. Cependant, sans la rhétorique triomphaliste qu'il avait autrefois présentée comme une pierre angulaire de l'ouverture à l'est d'Orban. On peut cependant s'attendre à un nouveau niveau de transparence sous un gouvernement Tao, à la déclassification des contrats secrets, à un contrôle public accru, et peut-être même à des tentatives de renégocier les conditions des prêts chinois. Ainsi, dans ses relations avec Pékin et Belgrade, Tao adoptera probablement une position pragmatique en maintenant la coopération économique, mais sans gesticulation politique et sans s'engager dans de nouveaux méga-projets dictés par les conditions de Pékin. La vraie révolution pourrait cependant arriver. Dans la relation de la Hongrie avec Moscou sous Orban, la Hongrie est devenue le membre le plus pro-russe, avec l'énergie comme pierre angulaire de ce partenariat. Le point central de cette alliance est PAX-2, une centrale nucléaire construite par Rosatom, la société russe, et financée à 80% par un prêt russe de 10 milliards d'euros. Même après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, Budapest a poursuivi le projet et Orban l'a personnellement défendu à Bruxelles, bloquant les sanctions sur l'uranium russe. La Hongrie reste également fortement dépendante du pétrole et du gaz russe, protégée des embargos de l'Union européenne par des exemptions spéciales. En retour, Moscou a proposé des prix réduits, aidant Fidesz à attirer les électeurs. Face à l'impact total de la crise énergétique européenne, un gouvernement Tao serait confronté à une tâche redoutable, démêler des années de forte dépendance énergétique sans provoquer de choc économique. Peter Magyar s'est engagé à supprimer les hydrocarbures russes d'ici 2035. Dans des interviews, il a laissé entendre qu'il n'a pas l'intention d'annuler purement et simplement PAX-2, mais plutôt d'en renégocier les termes. Garantir que l'avenir énergétique de la Hongrie soit moins dépendant du Kremlin, cela signifie-t-il la fin de l'image de Budapest comme le cheval de Troie de Moscou au sein de l'Union européenne? Magyar insiste. Ainsi, il a déclaré, je cite, « La Hongrie doit être fermement ancrée dans l'Union européenne et l'OTAN. L'ère de la diplomatie du pendule de Fidesz est finie. » Et si les choses n'étaient pas aussi belles qu'elles le paraissent? De plus en plus, les observateurs se demandent si Peter Magyar est vraiment l'antithèse d'Orban, ou peut-être son reflet d'il y a 20 ans. Comme le souligne l'analyste politique Dominique Hay, Magyar a fait fortune au sein du système Fidesz. Son style, sa rhétorique et ses instincts politiques rappellent souvent le jeune Viktor Orban du début des années 2000. Il sait comment fonctionne la machine, il a des connexions, et il faisait partie même de l'establishment qu'il dénonce aujourd'hui. Et bien qu'il ait laissé entendre depuis des mois qu'il détient des informations compromettantes sur le gouvernement, il n'a encore rien révélé de vraiment explosif. Cela soulève une question gênante. Son passage du côté de la lumière est-il un véritable acte de rébellion ou une transformation contrôlée destinée à gérer le changement sans briser le système? Magyar aime se présenter comme une sorte de Robin des Bois immoral, un initié de la cour qui a abandonné le palais du roi pour se tenir aux côtés du peuple. Pourtant, comme le note Hay, il vit toujours dans le confort construit par Fidesz et n'a jamais complètement rompu avec son propre passé. Dans les couloirs du pouvoir, ses positions restent vagues. Il s'oppose à une centralisation accrue de l'Union européenne, mais n'offre aucune vision claire pour l'intégration. Il reproche à Orban sa passivité face à l'agression russe. Pourtant, son mouvement Tao s'est abstenu de voter sur les résolutions condamnant les actions de Moscou au Parlement européen. Cette prudence est très pragmatique. Magyar sait que toute position ouvertement pro-ukrainienne serait instrumentalisée par les médias pro-gouvernementaux comme, je cite, « entraîner la Hongrie dans la guerre de l'Occident contre la Russie ». Alors il avance prudemment, condamnant l'agression mais sans rhétorique théorique. Même si Taoïser gagne les élections, le système pourrait simplement refuser de changer. Au fil des années,
Fidesz a méticuleusement renforcé son pouvoir, redécoupant les circonscriptions électorales, modifiant l'attribution des sièges, introduisant des règles de compensation pour les vainqueurs et étendant le droit de vote à la diaspora hongroise qui vote pour Fidesz. À plus de 95 ans, Orbán contrôle désormais un appareil politique et médiatique capable de neutraliser presque n'importe quel défi. De plus en plus d'analystes en Hongrie soulignent que gagner une élection pourrait ne pas suffire. Il faut également retirer le pouvoir à un système fait pour tout endurer, ce qui sera le vrai défi de Péter Magyar, plus que la campagne. L'issue de cette lutte est incertaine. Les derniers sondages placent Magyar 18 points devant Orbán, ce qui est stupéfiant. Mais une chose est certaine, le Premier ministre actuel utilisera tous les moyens à sa disposition pour s'accrocher au pouvoir. Et après 15 ans au pouvoir, il en a construit beaucoup. Pour Taoiseach, seule une victoire écrasante permettrait un véritable changement, suffisamment forte pour modifier la Constitution et démanteler l'architecture de la démocratie illibérale. La bataille pour l'avenir de la Hongrie ne fait que commencer. Orbán conserve d'importantes ressources, mais pour la première fois depuis des années, un vent de changement souffle sur le Danube. Ce qui se passe à Budapest pourrait non seulement remodeler la Hongrie, mais aussi établir un précédent mondial, un tournant loin de l'ère de l'illibéralisme.